Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'entendre un propos qui me désole. Alors que j'étais brutalement charmé jusque-là, il y aurait des anti-wagnériens. Alors j'ai un très vieux souvenir, très très vieux souvenir de lecture, qui était un certain Lavignac, Le voyage à Bayreuth, et qui expliquait qu'on pouvait y aller en train, en voiture, en bicyclette, et que le véritable amoureux de Wagner devait y aller à pied, voire à genoux. Bon, en tout cas, pour une première intervention, je suis un peu effrayé parce que des propos que j'ai entendus par rapport à ce que je pensais éventuellement vous proposer, tout ça va me sembler d'une étonnante trivialité. Je me suis simplement demandé, par quelques éclairages très partiels, comment on pouvait jauger les évolutions qu'a connues ce pays qui est le nôtre, grosso modo en à peine plus d'un demi-siècle. Et de fait, il n'est pas anodin de constater que dans la littérature qui y est consacrée, il y a quantité d'auteurs, par exemple, l'édition récente, 2021, de Jean-François Sirinelli, intitulée « Ce monde que nous avons perdu ». Et quantité d'autres un peu sur le même thème. Et dès lors, on peut se demander si par hasard, nous n'aurions pas le regard un peu faussé, en voyant essentiellement dans les changements autour de nous une forme de rubrique nécrologique. Nous aurions vécu la fin des paysans, la fin des intellectuels, la fin de l'histoire, voire la fin du monde qui est venue télescoper pour d'autres les fins de mois. Et cette nécrologie, elle peut aussi assez vite basculer, et c'est le thème du livre que j'ai entendu tout à l'heure qui m'y fait songer, vive la musique, parce que on lui doit en fait, au personnage, on doit l'invention d'un terme qui n'est pas le sien, qu'on a forgé pour lui, qui est la nostalgie, la douleur du retour, la douleur du pays perdu. Et on peut se demander si le regard que nous portons collectivement sur la France aujourd'hui s'enferme au fond, légitimement ou pas, dans ce qui est ce que je qualifiais brutalement de nécrologie d'un côté, et puis d'une certaine forme de nostalgie de l'autre. Alors l'objectif est de ne pas s'enfermer, c'est d'essayer de réfléchir, et ne reculant devant rien, sur une liste de thèmes auxquels je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'en ai choisi quelques-uns qui, évidemment, n'ont aucun caractère polémique, vous en doutez. À commencer par, formons-nous encore une société. Alain Touraine, qui vient de disparaître, avait écrit un livre intitulé « La fin des sociétés ». Alors Dieu merci, il avait mis un point d'interrogation, ce qui évidemment changeait tout. Mais tout de même, la question semble bien se poser au regard de ce que d'aucuns appellent des fractures, certaines sont manifestement françaises. En tout cas, c'est un thème qui est majeur dans l'ère de notre temps. Et puis, il y en a d'autres, tout aussi peu polémiques, qui au fond, y a-t-il encore de la citoyenneté? Qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour vivre ensemble? C'est un sujet tellement banal qu'il vient d'être le sujet de concours des futurs magistrats de cette année. Être citoyenne et citoyen aujourd'hui. J'ai un peu tremblé pour eux, surtout que je vais leur préparer le corrigé, mais ça me paraît être une question essentielle. Et puis, encore moins polémique, vous l'imaginez bien, je me suis dit, et pourquoi pas aller jeter un regard sur ce que nous appelons, sans trop la définir souvent, parce que parfois ça évite justement les bagarres qui rappellent cette bande dessinée de l'affaire Dreyfus, vous vous souvenez peut-être. La première bande était « Nous n'en parlerons pas », et on avait une tablée familiale magnifiquement prête. Et puis la deuxième bande était un désordre monumental, le chaos après le tohu-bohu, et ils en ont parlé. Bon, alors de quoi ne faut-il pas trop parler? Manifestement de la laïcité. C'est un sujet qui, semble-t-il, fâche un peu, et fâche tout le monde, ce qui est peut-être d'ailleurs son seul point rassurant. Dans ces propos qui ne sont toujours pas polémiques, le président de la République, dans un conseil des ministres du 24 mai dernier, a employé un terme qui a fait dresser l'oreille à des gens qui pensaient y reconnaître une trace d'Élias, mais très déformée, Norbert, qui était le terme de décivilisation. Bon, serions-nous en voie de barbarisation, de retour d'une violence qui peut-être ne nous a jamais vraiment quittés? Et ça amène, c'est un cinquième thème, vous voyez, je dévie d'une liste de sujets qui sont tous sans aucune difficulté. Est-ce que pour une large part, s'il y a difficulté à vivre collectivement, on peut en imputer la charge à l'école? Cette école qu'on dit de la République, mais qui, elle, se plaint beaucoup de ne plus très bien se retrouver comme républicaine. Et d'ailleurs, si j'avais voulu, j'aurais pu prendre une série de sujets tombés dans les grands concours des dernières années, et j'aurais eu quasiment la liste des mêmes thèmes. Puisque les commissaires de police, il y a 4 ans, ont eu à réfléchir sur ce sujet bien intéressant. Échec à l'école, virgule, échec de l'école, point d'interrogation. Bon, je vous laisse imaginer le désarroi de quelques candidats. Non.
Ensuite, je me suis dit, quelques souvenirs de lecture, il n'y a pas que Lavignac dans la vie. Il y avait aussi un certain Charles de Gaulle qui, dans ses mémoires, expose que, je le cite, « La France n'est elle-même qu'au premier rang dans le monde ». J'aurais sans doute un peu chagrin de revenir sur la mondialisation d'aujourd'hui et de constater que le premier rang semble bien ne plus vraiment être le nôtre. Mais est-ce à dire que, pour prendre une de ces formules dont Valéry Giscard d'Estaing avait le secret, est-ce que nous serions la plus grande des petites puissances ou la plus moyenne des grandes puissances ? C'est une façon habile de sortir de l'embarras. Hélas, il va falloir essayer de trouver un cheminement moins habile et peut-être plus illustratif. Et puis pour terminer, parce que j'ai l'impression que je vais excéder mon temps, je me suis interrogé sur... on parle beaucoup de grandes démissions vis-à-vis du travail. Et notamment dans une génération dont je constate que c'est celle de mes enfants, que l'ardeur à rentrer dans la vie active tôt n'est d'évidence pas la même que celle de ma génération, ce qui fut, la nôtre, nous la partageons largement. Et donc ça appelle des interrogations. Quel sens veulent-ils donner à un travail ? Quel sens devons-nous donner au travail ? Et peut-être que la relecture de grands classiques, Voltaire disait il ne faut lire que les classiques. J'ai beau m'y employer, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est Jacques Ellul qui peut être très éclairant sur ce sujet, qui était une très grande figure intellectuelle. Donc nous avons des sujets avec le travail, et puis je me suis dit aussi, est-ce qu'au fond, ma génération était plus libre ou moins libre que celle de mes enfants ? Et il n'y a pas de réponse univoque. Mais en tout cas, sur un point, je suis assez convaincu, ils ont moins de chance que moi, c'est que j'ai vécu une époque où la liberté d'expression était infiniment plus grande. Et je me suis un jour intéressé à un exercice, un peu étrange peut-être, chacun son caractère, et je me suis repassé la liste intégrale des titres des chansons de Brassens, en me demandant, au regard des contenus que j'avais encore en tête, lesquels lui vaudraient procès, voire le pilori médiatique immédiat, et l'interdirait évidemment de chanter. Et je ne vous étonnerai guère si je vous dis que grosso modo, j'en ai compté à peu près un tiers. Ce qui pose évidemment un problème. Et donc, si d'aventure il y a quelques courageux qui acceptent de subir tout ce pinceau et d'aller jusqu'au terme de cette crucifixion intellectuelle, on évoquera aussi la question de la libération du corps, dont on peut se demander s'il n'y avait pas un nouvel enfermement. Est-ce qu'il est souhaitable ? Est-ce que c'est une dystopie récurrente que de vouloir la mort de la mort, par exemple ? Qui est le thème du transhumanisme, de l'homme transformé, qui sont surtout des formules, mais dont on voit souvent assez mal ce qu'elles recouvrent comme option philosophique. Et puis, j'en ai choisi deux pour terminer ce panel, qui, je l'espère, ne nous transformera pas dans les deux bandes de l'affaire Dreyfus, qui est « Faut-il demander pardon pour le passé ?» Il n'y a aucune polémique non plus là-dedans, puisqu'on a quand même inventé sur le plan juridique des choses étranges, intéressantes intellectuellement, le crime contre l'humanité rétroactif, puisque la loi Taubira a fabriqué la notion de crime contre l'humanité pour une des traites négrières, oublions au passage qu'il y en avait plusieurs, et de ce fait, nous nous trouvons confrontés à un univers juridique qui, avec ses arrière-plans philosophiques, évidemment, a profondément changé. Et puis pour finir, mais c'est aussi pour me moquer un peu de moi-même, rassurez-vous, parce que j'en ai l'âge, mon dernier thème sera « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» Alors, j'ai songé à cela parce que j'ai découvert un jour qu'une assistante sociale américaine, en 1968, avait créé un mouvement qui s'appelait les Panthères grises. Vous voyez immédiatement à quoi elle faisait référence. Bon, le noir étant déjà pris, le gris était à prendre. Elle le prit, sans grand succès, il faut bien le dire. Mais ça pose tout de même des questions, puisque un maître de conférence intéressant, qui s'appelle Pierre-Henri Tavoileau, a co-rédigé un ouvrage sur ce sujet, sur le thème de « Allons-nous vers la guerre des générations ?» En général, sauf dans les romans policiers, dont on conserve soigneusement le suspense de la fin, on peut dire ce qu'il en advient. Je vous rassure, il semble bien qu'il n'y ait pas de guerre des générations. Voilà. Merci. Merci, monsieur Hugo Guérinel.